Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Canada et en direct avec votre émission hebdomadaire du mercredi, questions et réponses sur l'immigration au Canada. Je suis accompagné par notre ami M. Allouche Mohamed, consultant réglementé en immigration canadienne, et aussi votre serviteur, M. Alidissi Omar Ibrahim, consultant réglementé en immigration par le gouvernement du Canada via notre collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Aujourd'hui, mercredi, le 18 janvier 2023, on va essayer durant 1 heure, pas plus, de répondre à vos questions posées dans la boîte des commentaires. On espère que vous posez des questions précises, concises et courtes et qui ne demandent pas des informations additionnelles ni du temps. OK? Bonjour Monsieur Brahim, Bonjour. bonjour aux abonnés de la chaîne Immigration l'INASA ainsi que la chaîne de Monsieur Brahim Immigration AOB Immigration, et j'espère qu'on va répondre à vos questions aujourd'hui comme on a l'habitude de le faire. Alors bienvenue encore une fois. OK, merci. Donc, on va essayer de voir la question aussi. Abdelhamid Rachid, j'ai un master en audit et contrôle de gestion et j'ai une expérience d'1 an en adjointe administrative et un bon niveau en français. Est-ce que je peux migrer au Canada? Question classique. Oui, bonjour Monsieur Rachid. Effectivement, donc voilà, le diplôme d'un master quand même, c'est un diplôme assez élevé. Donc ça permet de vous donner quand même assez de points. Mais par contre, il manque d'autres informations. Il est vrai que vous avez une expérience d'1 année, ce qui est un minimum, je dis bien un minimum pour aller chercher des points au niveau de la grille de sélection, mais aussi pour le pointage. Mais on ne sait pas c'est quoi votre âge, parce qu'il y a des points qui sont alloués aussi au facteur âge. Le niveau de français, c'est correct. Vous dites que vous avez un niveau assez bon, mais aussi, il faut avoir un niveau assez bon en anglais aussi pour vous permettre d'aller chercher le maximum de points. J'ajoute juste une chose, pour n'importe quel programme hors Québec, programme d'immigration, Oui. Il y a toujours 2 choses à faire, c'est les tests de langue et l'évaluation des études. Des études, Très important. l'OS, c'est le plus populaire, Ouais. mais on peut faire d'autres, OK. l'évaluation dans notre organisme ou institution d'équivalence de D'évaluation, diplôme. exactement, agréé par les RCC. De toutes les manières, cette question-là, normalement, pour répondre à cette question, ça demande du temps et Oui. des informations. Donc, il va falloir réserver une séance avec un consultant ou un avocat pour pouvoir analyser votre profil et vous indiquer quel est Au Canada, il y a presque 120 programmes d'immigration, y compris les programmes fédéraux, les programmes des autres provinces. On va voir l'autre question. Bonsoir. Est-ce que AEC pour 70 semaines donne droit à un permis de travail de 3 ans? Sinon, quelles sont les solutions? Bon, C'est moins de oui. 52. 70 semaines, 18 non, semaines. malheureusement, je Ouais. serais étonné qu'un cas aussi similaire pourrait vous permettrait à un étudiant d'aller chercher un permis de travail post-diplôme de Ouais. 3 années. Ouais. D'habitude, ça prend une formation de 2 années, c'est-à-dire Minimum. un AEC de 2 années et Ouais. plus. Lorsque c'est moins de 2 années, d'habitude, il y a des exceptions bien évidemment, mais d'habitude, c'est le nombre de mois de formation, c'est-à-dire un AEC de 13 mois, de 14, voire de 15 ou 16 mois, on pourrait aller chercher le même nombre de mois pour un permis de travail post-diplôme. Sauf qu'il y a des chanceux, des gens qui ont des formations de moins de 2 années, mais en allant vers c'est-à-dire le poste frontalier, l'agent, il peut lui délivrer, c'est-à-dire un permis de travail post-diplôme de 3 années. Donc, ça reste, c'est-à-dire c'est l'agent dans ce cas qui décide. OK. Et les solutions, c'est d'aller chercher une formation AEC minimum 12 ans pour pouvoir
demander un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Exactement, oui. Le permis de travail post-diplôme, minimum c'est 8 mois et maximum c'est 3 ans. 3 ans. On va aller, il y a un certain monsieur Brahal Omar vous demande est-ce que vous êtes au Canada ou au Maroc. Monsieur Barhan, nous sommes au Canada actuellement, désolé, mais bon, si vous Oh. avez des questions, on est au Canada, au Maroc, vous Ouais. pouvez toujours poser des questions. Ouais. Vous êtes le bienvenu. Merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, il y a beaucoup de monde qui nous dit bonsoir. Et merci pour vos compliments aussi. Donc, infirmière marocaine au Québec, bonsoir. Bonsoir. Bon, il y a quelqu'un qui a un DUP au soutien informatique. Oui. Et il a trouvé du travail pour chercher l'expérience professionnelle. Et dans l'attestation, ils ont mis qui travaille dans le bureau. Mais il n'a pas bien précisé le titre de poste. Oui, d'habitude, lorsqu'on a c'est-à-dire un permis de travail post-diplôme, qu'on soit dans le soutien informatique ou autre, dans n'importe quel domaine de formation, le plus important ici au Québec, c'est d'avoir un poste dans la classe, donc c'est l'ancien classe A ou B, ou bien la classe aujourd'hui qui est connue, c'est la catégorie 0, 1, 2 ou 3. Oui. Donc, même si la personne trouve un emploi qui n'est pas dans son domaine de formation, ce n'est pas aussi grave que ça. Le plus important qu'il soit, c'est-à-dire son titre, c'est-à-dire le métier dans lequel il va travailler, il doit être dans les classes qu'on vient de citer et il doit aller chercher 1 an et demi, c'est-à-dire d'expérience professionnelle à temps plein au Québec. Par la suite, il sera éligible pour le PEC ou le programme d'expérience québécoise et par la suite, il pourrait appliquer ou demander la résidence permanente canadienne. Ok. J'ajoute juste une dernière chose, c'est n'importe quelle personne qui cherche une expérience pour pouvoir demander le CSQ, il faut prendre le titre du poste que vous avez occupé, dans lequel vous avez eu l'expérience québécoise, et aller sur le site officiel de la CNP, la classification nationale des professions, et vous allez chercher quel est le code qui est composé de 5 chiffres. Si le 12e chiffre, 0, c'est éligible. Si c'est 1, c'est éligible. Si c'est 2, c'est éligible. Si c'est 3, c'est éligible. Si c'est 4, non. Pour le Québec, on parle du Québec. Oui, non. 5, ce n'est pas éligible. Donc, juste chercher. Mais saisissez, tapez l'appellation de votre poste, le titre occupé, et vous allez trouver le code composé de 5, le code de la catégorie FIR, donc formation, études, expérience et responsabilité. D'accord, c'est ça. Nous avons une question posée par Ihsan. Est-ce que c'est légal qu'il me demande la décision de congé à l'aéroport à mon départ? Il parle du départ du Maroc vers le Canada. Est-ce que l'agent, la police de la frontière, est-ce qu'il a le droit de demander à quelqu'un, est-ce qu'il a un titre de congé pour quitter le Maroc? Moi, à ma connaissance… normalement, je n'ai jamais entendu parler de ça. D'habitude, qu'ils soient étudiants ou travailleurs, et ils ont le droit, s'ils ont bien sûr leur visa valide pour retourner au Canada, ça devrait pas, c'est-à-dire l'agent ne devrait pas poser cette question. Il part du Maroc, pas de l'agent de l'aéroport ici au Canada. C'est au Maroc? C'est au Maroc. À l'aéroport, à mon départ, j'ai un visa de travailleur. C'est un travailleur étranger. Oui. Généralement, la question, elle est en général au Maroc posée pour quelqu'un qui travaille dans le public. Moi, j'ai plusieurs cas. D'accord. Et on leur a demandé, je connais des cas qu'on lui ont refusé de quitter le territoire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas comment dirais-je, l'autorisation de quitter le territoire. Il y en a certains, comme les infirmiers, regardez, les infirmiers, si par exemple dans le système, ils voient que vous êtes infirmier, je prends le cas
je connais à peu près une dizaine. Il y en a des gens qu'on ne leur a pas posé cette question-là, mais il y en a qu'on leur a posé ces questions-là. Est-ce que vous avez l'autorisation de quitter Quitter le Maroc. le Maroc? Ouais. C'est ça. Mais pour un simple travailleur qui a démissionné, je sais pas qui est, je sais pas ce que Moi, je c'est. crois pas. Moi, jamais, honnêtement, à part le cas des infirmiers, infirmières et quelques cas particuliers Dans exceptionnels, le public, oui. d'habitude, c'est pas le cas pour quelqu'un qui veut venir travailler. C'est un visa pour quitter le territoire marocain. Normalement, il n'aura pas de problème pour quitter le Maroc et pour entrer au Canada. Et d'ailleurs, généralement, quelqu'un qui va quitter définitivement le Maroc pour venir ici au Canada travailler, généralement, il va démissionner. En général. Exactement, hein? exactement. OK. On va regarder la question de Saïd Diwan. Je viens de recevoir ma lettre d'approbation du Nouveau-Brunswick. Combien il faut pour obtenir mon permis de travail? Comment ça, lettre d'approbation du Nouveau-Brunswick? Combien il me faut pour obtenir mon permis de travail? Est-ce qu'il parle ici de Je crois qu'il parle de PMI+, programme. non? Non, il parle. C'est Le Nouveau-Brunswick. permis de travail. Oui, mais la lettre d'approbation, est-ce que la lettre d'approbation de votre déclaration d'intérêt? Parce qu'il y a des gens. C'est pour un permis de travail fermé, parce que ce n'est pas clair dans la question. Oui, ce n'est pas clair. La question. Oui. Essayez, M. Saïd, de reformuler votre question et dites-nous, lettre d'approbation, est-ce que c'est concernant l'acceptation de votre déclaration d'intérêt? Parce qu'une fois qu'il sera accepté, il peut demander un permis de travail en attendant la délivrance de la résidence permanente. Et s'il s'agit, excusez-moi, d'une offre d'emploi avec une offre, une annuité pour le Nouveau-Brunswick et les Maillets, c'est-à-dire une fois on a la lettre d'approbation qu'on appelle, c'est-à-dire provisoire, qui est délivrée avant d'arriver ici au Canada. Alors, le permis de travail, il est délivré à la rentrée au Canada. Donc, c'est juste une fois on a cette lettre d'approbation, c'est-à-dire on prend notre billet d'avion, etc. Oui. Et à l'aéroport, on nous délivre le permis de travail. Le permis de travail n'est pas délivré à l'étranger, mais il est délivré à porte d'entrée ici au Canada. Mais ça reste une question. Oui, qui n'est pas très claire. Oui, exactement. C'est vrai. Okay. Bonsoir tout le monde. Écoutez, M. Ala Jinaoui, on a déjà parlé de votre question la dernière fois. Quelqu'un qui vient ici et je ne comprends pas, sincèrement, je vais un petit peu me fâcher. Il y a des étudiants qui viennent ici exprès, ils ne veulent pas aller étudier et ils demandent qu'est-ce qu'on doit faire. Je ne veux pas étudier ou bien j'ai reporté ma session de l'hiver, c'est-à-dire janvier 2023, et j'aimerais bien rejoindre l'établissement pour étudier en septembre. Septembre, d'accord, ok. Et quand je lui ai dit, écoutez, il faut changer le statut, non, moi, ce matin-là, j'ai reçu quelqu'un, il m'a dit, moi, je veux travailler, je n'ai pas d'argent. Moi, je veux travailler, je ne vais pas aller étudier, je veux travailler en noir. En noir, ok. C'est clair. Alors là, c'est. Arrêtez, malheureusement, comme ça. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici, qui soient du Maroc, d'Algérie ou ailleurs, qui arrivent ici pour étudier. Malheureusement, pour une raison X ou Y, ils décident de ne pas aller aux études. Parce que c'est cher. La majorité, c'est la raison. Cher, mais aussi, nous avons beaucoup de cas des gens qui viennent pour faire l'université, un premier ou deuxième cycle, c'est-à-dire un baccalauréat ou une maîtrise ou un master. Et arrivant ici, ils veulent aller pour un petit diplôme, un DEP ou un diplôme collégial. Donc, ils ne trouvent pas les portes, ils sont fermés parce qu'ils arrivent en janvier, par exemple. Et là, par exemple, la rentrée suivante, la rentrée scolaire de septembre, ils disent qu'est-ce que je peux faire, c'est-à-dire en attendant d'entrer en septembre de l'année. Donc, il y a quand même 8 ou 9 mois d'inactivité de permis d'études, ce qui risque, c'est-à-dire d'annuler un permis d'études, parce qu'un permis d'études qui est inactif plus de 5 mois, normalement, il est annulé. Donc, il faut faire très attention avec ça, parce qu'on a beaucoup de cas, soit dans ce cas-là, la personne, s'il veut retourner en septembre,
Nous, on suggère d'ailleurs, c'est écrit sur le site d'IRCC, d'Immigration Citoyenneté Canada, il faut changer le statut de statut étudiant et demander une fiche de visiteur pour changer le statut le temps, c'est-à-dire qu'on commence c'est-à-dire à les étudier. Comme ça, notre permis d'études, il est intact et il n'y aura pas de problème par la suite. Sinon, comme m'a dit M. Allouche, l'IRCC le dit clairement. Il y a deux options. Soit vous allez changer votre statut pour visiteur ou bien pour travailleur, si vous avez trouvé un contrat, UMT, etc. Sinon, quittez le Canada. Moi, je connais des cas qui ont quitté le Canada. Ils ont dit, moi, je ne peux pas, je n'ai pas assez d'argent pour rester comme visiteur ici. Je suis venu pour étudier, mais malheureusement, j'ai eu mon visa trop tard. Donc, les gens, ils ont déjà commencé la session d'hiver. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner chez moi. Et en auto-jouer, ça, c'est la bonne solution. Okay. Je voulais juste rappeler quelque chose parce que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour étudier et pour, comme je disais, pour telle ou telle raison, ils ne vont pas commencer tout de suite. Mais parfois, c'est une force majeure parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent venir, par exemple, commencer en janvier et c'est-à-dire l'école, par exemple, ils décident de reporter la session. Par exemple, une école pour un programme X ou Y, et ils n'ont pas, c'est-à-dire assez d'étudiants pour commencer un programme. Écoutez, ce qu'ils font d'habitude, ils reportent la session. Parfois, c'est 1 mois, 2 mois, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 mois. Donc, en attendant, l'étudiant, il va rester ici, il va croiser les bras, mais malheureusement, il n'a pas le droit de travailler. Parce que c'est clair, la loi est claire, les étudiants qui ont le droit de travailler les 20 heures au plus, selon le cas, ils doivent être étudiants à temps plein avant, c'est-à-dire d'aller travailler en parallèle avec leurs études. Et juste petite référence juridique, l'article 220.1.1.b, pour garder le statut, comme l'a dit M. Allouche, pour garder le statut d'étudiant, il faut avoir les études comme activité principale. Il faut suivre activement un programme ou un cours. Et quand vous changez de statut pour visiteur, vous étiez étudiant et maintenant visiteur, vous ne pouvez pas aller travailler sans autorisation. C'est l'article 183.1.b et vous ne pouvez pas aller étudier plus que 6 mois. Si jamais, par exemple, quelqu'un... Parce que, juste, j'ouvre une petite parenthèse, toutes ces idées imaginées, il y a des gens qui me disent, écoutez, j'ai entendu ça dans des groupes de Facebook, etc. Et on m'a conseillé d'aller faire des études de langue avec mon permis d'études, dans lequel c'est indiqué un programme bien défini, technologie de l'information, littérature ou autre. Informatique, etc. Pour aller faire des études de langue, ça c'est autre, parce que, moins de 6 mois, on n'a même pas besoin d'un permis d'études pour les études de langue. Et sinon, plus de 6 mois, ça prend un permis d'études aussi, mais ça prend un permis d'études qui est désigné ou qui a été donné pour une personne qui voulait venir faire des études de langue, peut-être avant de commencer un programme par la suite. OK. On va regarder la question de Giel. Est-ce que je peux commencer mes démarches de demande de permis de travail via mobilité francophone sans faire le test TCF? Est-ce que c'est obligatoire avant? Malheureusement, c'est parmi c'est-à-dire les programmes de mobilité francophone, les exigences sont claires et claires. Il faut avoir un métier, une expérience dans un métier spécialisé, 1, et de 2, il faut vraiment avoir réussi un test de français TCF, donc avec un minimum de niveau 7. Et ça, c'est une exigence. C'est-à-dire, avant d'aller postuler pour ce programme, ça prend vraiment, il faut adhérer à ces exigences. Et d'ailleurs, comme vous le savez, quand vous allez remplir le formulaire de demande de permis de travail, il y a une question concernant les tests. Si vous faites non, je ne crois pas. C'est comme on a vu ensemble un cas qui a été refusé parce qu'il n'a pas coché test de langue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous demandez un permis de travail dans le cadre de programme de mobilité internationale et vous n'avez pas un test de français, c'est refus.
Exactement. Ah, parce que les conditions sont claires et Oui, nettes. oui. On va regarder question de Walid. Si le consultant m'a demandé de faire visite médicale, moi, sincèrement, quelqu'un qui est un consultant, je ne réponds pas à des questions. Sincèrement. Qu'est-ce que Mais on vous peut en dites? répondre Hein? d'ordre général, mais je sais pas. Ok. Si le consultant m'a demandé de faire visite médicale préalable juste après le dépôt de dossier de permis de travail, est-ce que ça veut dire que le dossier est approuvé? Merci. Écoutez, le fait de faire une visite médicale préalable ou après, c'est-à-dire c'est-à-dire la lettre IRCC, ça n'engage, ça veut rien dire, si vous voulez, parce que c'est vraiment le dossier, l'agent lorsqu'il traite le dossier, avec une visite médicale ou pas, c'est pas ça qui va balancer dans la décision. Oui, peut-être si on fait une demande, un rapport médical à l'avance, c'est-à-dire préalable, peut-être on va aller chercher on va gagner du temps, quelques semaines, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que le dossier sera accepté ou c'est un plus qui va être ajouté dans le dossier. Loin de là, le dossier va être traité de la même manière. S'il répond aux exigences l'agent va prendre une décision de toutes les manières. S'il trouve qu'il ne répond pas aux exigences ou il y a un manquant dans le dossier, même avec une visite médicale, il peut essuyer un échec, pardon, il peut refuser, c'est-à-dire son dossier. Oui, mais attention, Oui. lui, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il a déposé demande de permis de travail sans visite médicale préalable. Le consultant lui a demandé d'aller faire la visite médicale préalable et Juste pour la l'envoyer. préparer, hein, d'accord. Et l'envoyer. Ok. Je ne sais pas ce qu'il l'a envoyé ou non, sincèrement. Mais- Normalement, quand je demande à mes clients de faire une visite médicale, je le fais avant de déposer une demande parce que dans le portail, Oui. il y a preuve de visite médicale préalable. Vous avez fait une visite médicale préalable. Normalement, préalable, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moment À du l'avance. dépôt, à À l'avance. l'avance, avant de Vous déposer. avez fait déjà un dépôt, vous avez déposé votre demande, vous avez fait une visite médicale. Pour les RCC, vous n'avez pas fait une visite médicale, sauf si on va vous envoyer une lettre pour aller pour prendre un rendez-vous à avec rendez-vous. Là, vous allez un utiliser médecin. Mais c'est ce ça, rapport. oui, parce que là, le dossier a été déjà déposé et on demande au demandeur d'aller faire un rapport médical. On ne peut même pas l'ajouter dans le dossier parce qu'une fois le dossier est dans le traitement, surtout si la demande est faite en ligne, donc d'habitude, lorsqu'on demande une visite médicale, on envoie une lettre pour aller chercher ce rapport médical. Oui. Et ce rapport médical, comme vous le savez, il est transmis directement du médecin désigné par ERC vers le bureau des visas d'RCC qui est concerné. Mais si on fait le rapport médical après le dépôt, ça ne donnerait rien. On va juste attendre avec ce rapport, peut-être le jour où le bureau de visa nous le demande. Donc, il va être, c'est vrai, prêt. Oui, mais ce n'est pas un temps, comment dirais-je, un temps précieux qu'on a gagné parce que la visite médicale, d'habitude, reçoit la lettre aujourd'hui. Après 1 ou 2 journées, on peut aller chercher le rendez-vous. Ça ne prend pas plus long que ça. Donc, OK. mais je ne comprends pas pourquoi ça a été fait de cette manière. OK. Hajar, la question n'est pas claire, donc je passe. Fir Radouane. Je suis dans l'Ontario depuis 7 mois. Je veux savoir, est-ce que je peux faire une déclaration d'intérêt pour l'Ontario? Si oui, l'étape suivante consiste en quoi? Car je suis dans la catégorie B. Bah, écoutez, tout d'abord, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais dans la province Ontario, quel est votre statut. Deuxièmement, Monsieur Allouche et moi-même aussi, on a parlé de certains programmes de certaines provinces. Allez-y, cherchez-les dans nos 2 chaînes. Et la réponse, ça demande vraiment beaucoup d'informations additionnelles. La question, toujours, on demande, s'il vous plaît, de poser une question courte qui ne demande pas de temps
et que ne demande pas d'informations complémentaires. Province de l'Ontario, il a 9 programmes. Donc, comment nous, on peut savoir c'est quoi le... Oui, ben, en plus, ouais, 7 mois, il faut voir que c'est quel métier exactement, parce qu'il y a des métiers où on pourrait aller chercher une désignation, d'autres non, ça dépend aussi de certains autres critères. Mais effectivement, ça prend plus d'informations que ça. Là aussi, on a déjà répondu à cette question. Quelqu'un qui reporte une session, est-ce qu'il doit informer les RCC? Si on reste dans la même formation, la même province, il n'y a pas, on n'est pas obligé d'informer ERCC pour ça, parce que c'est juste un report de session. D'habitude, lorsqu'on informe l'RCC, c'est pour changer de programme, changer de niveau de formation, ou lorsqu'on quitte, c'est-à-dire on change de province, du Québec par exemple, en Ontario, ou vice-versa, ou dans une autre province, là, il faut informer le RCC. Mais il y a des cas, parfois, on est obligé. Parfois, l'agent, il demande la validation de l'établissement de votre rapport, dans certains cas. Bon, mais peut-être, bon, là, il le demande lorsqu'on fait affaire avec, c'est-à-dire on envoie déjà une demande, par exemple, de, comment dirais-je, de report de session, je ne sais pas, mais on le fait, l'agent, il a le droit c'est-à-dire qu'il va lire votre message, il a le droit de demander, mais c'est des cas, c'est trop rare. Moi, je ne connais pas des gens qui font des reports, c'est-à-dire qui ont formé l'RCC juste par rapport à un report des sessions. Parce qu'un report des sessions, ça peut être de 2-3 mois, oui, mais parfois ça peut être de janvier à septembre. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention juste avec la validité de permis d'études et le temps vacant, c'est-à-dire on n'est pas en activité. C'est plus là qu'il faut faire attention. Okay. Yacine, vous avez posé des questions sur les billets d'avion, les logements. Ça, c'est pas, je sais pas moi, ça demande des... Et d'ailleurs, il y a des vidéos dans lesquelles on parle de logement, les bons coins où se loger, etc. D'accord? Donc, c'est ça. Asma, j'ai signé un contrat de travail, j'ai une maladie chronique, je prends un médicament. Ma question, est-ce que c'est normal? Je n'ai pas compris. Non, c'est correct, je crois. Lorsque vous dites une maladie chronique, comme le diabète, par exemple, il n'y a rien. Non, c'est très ordinaire, c'est très normal. Il n'y a pas de Si problème. vous avez le diabète, vous avez l'hypertension ou l'hypotension, des choses comme ça, il faut juste prendre soin de vous, prenez vos médicaments. Il n'y a pas un agent qui va vous arrêter à la frontière, vous faire retourner dans votre pays d'origine parce que vous prenez un médicament. Non, loin de là, sachant que c'est une maladie chronique qui n'est pas contagieuse ou qui risque c'est-à-dire de ne pas poser problème pour la population canadienne. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. OK. Monsieur Ramsey a posé la question suivante. Un travailleur en IT au Québec sur permis de travail fermé, s'il est invité pour une raison permanente par une autre province, normalement les provinces n'invitent pas pour la résidence permanente, c'est l'ERCC. Est-il possible d'être employé à une entreprise au Québec et étant un résident hors Québec? Écoutez, c'est pas mal un cas exceptionnel parce que d'habitude, c'est un travail au Québec, c'est-à-dire dans une entreprise qui est enregistrée au Québec, c'est-à-dire, bon, l'expérience acquise au Québec, c'est correct. On est toujours dans le Canada, c'est-à-dire si on a une expérience au Québec, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, si on a l'expérience au Québec, d'une année, 2 ans, 3 ans, on peut appliquer, on peut aller chercher résidence permanente ailleurs, à condition de quitter le Québec pour aller ailleurs. Maintenant, si on est
c'est-à-dire, habiter pour une représentation, Oui, possible oui, d'employer sa une entreprise au question, Québec sa en étant résident question, hors Québec. Oui. de toutes les manières, Oui. les programmes des autres provinces exigent l'intention de résider dans cette province. Exactement. Vous ne Exactement. pouvez pas D'ailleurs, la majorité des gens qui habitent au Québec et qui remplissent le formulaire de déclaration d'intérêt de notre province, il indique comme quoi ça fait 10 années qu'ils sont au Québec, on ne répond pas à ces gens-là, en général. Parce que vous avez étudié au Québec, vous travaillez au Québec, donc vous n'avez pas l'intention de résider dans une province hors Québec. C'est ça. Exactement. Par exemple, on est au Québec et on veut, c'est-à-dire chercher la résidence permanente avec un CSQ au Québec, il y a un formulaire qui est connu, l'annexe, c'est-à-dire le 008, je crois, qu'il faut signer et attester comme quoi on a l'intention de résider à l'intérieur du Québec. Annexe 4, je crois. Non, 5. C'est l'annexe 5. Annexe Donc, 5. c'est l'annexe 5 qui nous permet c'est-à-dire on s'engage à habiter à l'intérieur du Québec pour aller chercher cette résidence du Québec parce qu'on a le CSQ du Québec. Ailleurs, ça devrait être c'est la même chose parce que c'est-à-dire lorsqu'on va aller chercher un certificat de désignation d'une autre province, là, on va signer aussi, on a un engagement pour résider à l'intérieur de cette province. Donc, c'est très important de respecter, c'est-à-dire ces conditions-là. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont signé des documents comme ça, mais qui se sont retrouvés dans d'autres provinces. Ça, c'est correct, mais le risque, c'est que il y a des cas qui sont rattrapés au niveau du monde de la citoyenneté canadienne. Et là, c'est-à-dire en fuyant, on fait des recherches un peu dans leur itinéraire un peu ici au Canada, ils trouvent qu'ils n'ont pas respecté ce qu'ils ont signé, les engagements qu'ils avaient signés au préalable, au départ. Là, ça risque d'être problématique. Et d'ailleurs, dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, il y a surtout l'entrée express et candidat des provinces, il y a 2 articles qui sont clairs. L'article 87.2, le titre, c'est candidat des provinces. Il dit dans l'alinéa A, le candidat qui a été sélectionné par la province, oui. il est visé par un certificat de désignation délivré à ce candidat conformément aux ententes entre le fédéral et la province qui a délivré le certificat de désignation. Oui. L'alinéa B, il parle du candidat. Le candidat, il cherche à s'établir dans la province qui lui a délivré le certificat de désignation. Il y a un autre article, 75.1, concernant les travailleurs qualifiés pour les programmes fédéraux. Il dit clairement, cet article-là, qu'est-ce qu'il dit? Il donne une définition de travailleur qualifié, c'est quelqu'un qui cherche à s'établir économiquement dans une province autre que le Québec. Autre que le Québec. C'est tout. Donc, c'est ça. Comme m'a dit M. Aluche, quand vous signez, il faut même respecter les engagements. Même la province du Nouveau-Brunswick, quelqu'un qui arrive à Nouveau-Brunswick, il a un délai d'1 mois pour s'inscrire dans le registre des nouveaux arrivants dans la province de Nouveau-Brunswick, sur le portail du site de l'Office d'immigration de Nouveau-Brunswick. J'ai vu une question ici. Voilà, une question. M. Tohri Rachid, tout à l'heure, il a dit, j'ai passé une entrevue et le bureau m'a appelé et m'a dit que j'ai réussi l'entretien et je dois attendre un message de l'immigration. Lorsqu'il parle du bureau, c'est... Bureau d'entretien, de recrutement. Le bureau m'a appelé, m'a dit que j'ai réussi l'entretien et j'attends un message de l'immigration. Non, je ne crois pas. Bon, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Il n'y a pas de relation entre ça parce qu'il n'y a aucun intermédiaire entre. C'est l'intermédiaire, mais il n'y a rien qui a été fait après l'entrevue parce qu'il y a des étapes. Et il faut bien comprendre qu'il y a des étapes, c'est-à-dire après l'offre d'emploi, le contrat de travail qui est signé de part et d'autre. Si on est au Québec, hors Québec, il y a l'EMT, l'étude d'impact sur le marché de travail, qu'on doit aller chercher, le CAQ, si on est au Québec, CAQ, travailleur, si on est au Québec. Et c'est après tout ça
qu'on pourrait demander un permis Permis de de travail. travail fermé qui va nous permettre, c'est-à-dire en cas d'acceptation, de rentrer au Canada. Alors, on est vraiment étonné par rapport Oh, à c'est tout de ça. l'arnaque. Il n'y a pas de message Ouais. d'immigration juste comme ça, mais c'est après le début de la procédure qu'on pourrait aller chercher, qu'on pourrait recevoir un message de l'immigration. Et dans ce sens, je reçois souvent des lettres des arnaqueurs, Les belles lettres avec de belles belles lettres couleurs, exactement, c'est avec ça. même cachet, avec Signature. signature, avec même le titre agent d'immigration. Bah, j'ai vu l'ambassadeur du Canada dans un pays en Afrique qui signe, non, ça n'existe pas, c'est juste Non, des c'est pas salades. vrai. Oui, Ouais. c'est pas vrai, faites attention. Non. Et il y en a qui ont payé pour ça. Malheureusement, Voilà. malheureusement, ces gens-là, ils commencent tout d'abord par demander de l'argent. Donc, ils demandent aux gens d'envoyer de l'argent par MoneyGram, par Ouais, Western Union, par un ouais, autre moyen. ouais. Et donc, dès qu'il reçoit, il accepte de l'argent, Mm. ils répondent aux gens comme quoi la procédure, il s'avance, etc. Paye un autre montant. Donc, parce que Ouais, la pitié ne s'arrête pas là. ouais. Donc, ils demandent, ils n'ont rien à perdre. Donc, c'est enfin que finalement les gens, c'est par la suite qu'ils comprennent que c'est de Qui ont l'arnaque. été, Mais malheureusement, il y en a beaucoup d'arnaqueurs ouais. actuellement dans ce domaine. Question posée par Brini. Est-ce que je dois garder la preuve de fonds bloqués dans mon compte bancaire tout au long de la durée de traitement de mon dossier résidence permanente, sachant que je suis à l'étape fédérale Entrée Express? D'habitude, oui. Et il faut vraiment garder les fonds, c'est-à-dire le minimum qui est demandé comme preuve de fonds pour l'entrée express ou pour un autre programme fédéral qui demande des fonds. Euh, Métier parce que spécialisé. parce qu'on ne sait pas, on pourrait toujours demander une vérification par la suite. L'agent, ils peuvent demander une nouvelle preuve de fonds à n'importe quel moment. Mais donc, moi, c'est-à-dire, je conseille aux gens de garder les fonds dans leur compte bancaire. D'ailleurs, c'est la même chose dans d'autres programmes, même pour les permis d'études, parce que lorsqu'il y a des gens qui essaient de préparer leur, comment dirais-je, le compte bancaire, etc., pour un permis Ressources d'études, financières. pour les ressources financières. Et une fois la demande est faite, le compte il est vidé, il ne reste rien dans le compte, ce qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il il se peut qu'il y ait un refus de la demande et c'est souvent en cas de refus, pour raison X ou Y, on pourrait refaire une nouvelle demande à ce sujet-là. Et si le compte bancaire il est vide, ce serait malheureux parce que c'est une chance qui va être, c'est-à-dire qui part en l'air à cause de cette situation qui est les ressources financières qui deviennent insuffisantes. Et en complément de ce que vous venez de dire, il y a un article dans le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, 220, paragraphe 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'agent d'immigration, il peut au hasard convoquer quelqu'un et vérifier est-ce qu'il respecte toujours les mêmes conditions sur lesquelles l'agent d'immigration s'est basé pour délivrer un permis d'études. Cherchez-le, Oui. l'article 220, paragraphe 4, 220.4, il dit que l'agent d'immigration, il a le pouvoir de demander d'appeler quelqu'un. Et c'est arrivé. Oui. C'est arrivé au moment où un étudiant désirait renouveler le permis d'études et le CAQ. Il a présenté des relevés bancaires, mais dans les relevés bancaires, il s'est avéré que même les parents n'envoyaient pas d'argent à son Ouais. compte ici. Et l'agent, il a commencé à lui demander comment vous faites pour payer, etc., etc. Exactement. Ouais. Et pourtant, il avait un problème avec l'agent d'immigration, tout simplement. Ouais. Bon, on va aller à autre question. Il nous reste 20 minutes, hein? Donc nous avons juste 1 heure pour répondre aux questions. J'ai signé.
Hamza. Hamza pose la question suivante. Le traitement du permis de travail, le délai de traitement, est-ce qu'il se calcule depuis le dépôt de permis de travail ou depuis ou à partir de la biométrie? Écoutez, d'habitude, c'est à partir du moment des données biométriques, c'est-à-dire au moment où on effectue nos données biométriques, c'est là que commence le traitement d'un dossier. Parce que c'est-à-dire si on demande les données biométriques aujourd'hui, on a jusqu'à un mois pour aller faire la photo et les empreintes. Donc, on prend du temps d'un mois avant d'aller faire les données biométriques. Là, c'est un mois de retard par rapport au délai. Donc, effectivement, le dossier n'est complet qu'à partir du moment où les données biométriques sont effectuées. Et les frais, Mais les frais d'abord, on les paye en ligne, c'est correct en général. Mais une fois, il y en a qui oublient. Oui, mais si c'est un oubli, on va leur demander de payer les frais et de prendre un rendez-vous pour les données biométriques. Ça c'est une chose qu'on peut, c'est-à-dire régler facilement. Mais effectivement, c'est à partir du moment où on fait les données biométriques, ces données biométriques sont transmises au bureau de visa, c'est à partir de ce moment-là que le traitement, c'est-à-dire commence proprement dit. OK. Le délai de traitement, on commence à partir des données biométriques. OK. Une question posée par Ritmine. Est-ce que je peux étudier au Canada même si j'ai 42 ans dans le programme de baccalauréat? Vous pouvez étudier même si vous avez 100 ans, il n'y a aucun problème, si vous êtes ici au Canada. Mais si on est âgé... Bon, c'est une question un peu délicate. Non, c'est pas qui reviennent assez souvent parce que l'âge, malheureusement, c'est-à-dire on ne peut pas refuser un visa d'études pour question d'âge. Autrement, ce serait une discrimination vis-à-vis des demandeurs. Mais l'agent est là, donc il faut qu'il regarde, c'est-à-dire le profil, le dossier en entier. Il va regarder c'est-à-dire comment dire, c'est le dossier académique, la personne, qu'est-ce qu'elle a étudié, s'il a de l'expérience, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi la raison pour laquelle, c'est quoi le projet d'études au Canada, il s'insère dans quel cadre, est-ce que c'est une promotion, est-ce que c'est un changement de carrière, est-ce que c'est un épanouissement au sein de l'entreprise. Donc, il doit trouver une certaine logique dans tout ça. Bien évidemment, on regarde toujours les ressources financières, qui doivent être suffisantes. Mais oui, on connaît des gens qui sont 42, même 50, 60 ans, qui sont venus au Canada pour étudier, à travers, c'est-à-dire pas forcément du Maroc, ils viennent peut-être d'autres pays aussi, mais ils avaient un projet qui était bien, comment dirais-je, bien expliqué, etc., bien présenté, etc. Et je connais personnellement une Française qui avait plus de 60 ans, qui venait étudier ici au Canada, dans la cuisine, domaine de la cuisine. Elle était toujours un gestionnaire, un cadre supérieur dans une grande entreprise. Et là, c'est-à-dire, comment elle a présenté le dossier, c'est comme un changement de carrière, c'est-à-dire rendu à 60 ans, et il ne voulait plus, c'est-à-dire travailler dans son domaine parce qu'ils disent qu'il avait marre un peu de ce travail. Donc, il voulait changer pour la cuisine parce que pour elle, c'est quelque chose qui l'a toujours attiré, c'est quelque chose qui l'a toujours motivé, c'est quelque chose qu'il a toujours aimé. Donc, il a bien argumenté c'est-à-dire son dossier et ça a marché. Donc, il a pu venir pour étudier, c'est-à-dire dans le domaine de la cuisine. Oui, c'est vrai, on peut aller chercher un permis d'études, mais on peut jamais se placer à la place de l'agent de visa. C'est l'agent qui décide en général. L'âge même, si ce n'est pas un indicateur, un facteur de refus, et il fait, qu'on le veuille ou pas, partie des facteurs, c'est-à-dire des éléments de décision d'un agent de visa. Mais généralement, moi, je connais pas mal de cas, même ils sont âgés et ils ont demandé à faire un programme de courte durée. Oui, mais pour baccalauréat, 3 ans, 4 ans… c'est plus avec un AEC, par exemple. Exactement. Et comme vous l'avez dit, quelle est la valeur ajoutée
de cette courte formation par rapport à ce que vous faites chez vous, dans votre pays de Exactement. résidence. Bon, on va aller voir une question ici. Nortec, quand l'agent Oui. traite une demande de permis de travail, Mhm. et il envoie le fameux message d'aller faire la visite médicale, est-ce que c'est un bon signe? Chaque fois, on reçoit La même chose. la même chose. D'habitude, c'est oui, parce que une fois l'agent traite le dossier, etc., et il est satisfait plus ou moins, c'est-à-dire par rapport au dossier. Il faut une demande de faire la visite médicale. Oui, effectivement, c'était un bon signe. OK, moi, que ce soit pour un permis d'études ou pour un permis de travail, généralement, c'est un point positif, très positif, parce que moi, personnellement, j'en connais pas de personnes pour lesquelles on avait demandé la visite médicale et qui ont été refusées par la suite. Oui. C'est très rare, ça peut arriver. L'agent, entre-temps, il peut découvrir quelque chose autre parce que le moment, c'est-à-dire le dossier, il est toujours en traitement, c'est certes, mais parce qu'il y a, les anciens, les antécédents judiciaires qui sont peut-être toujours en cours de traitement ou de. Ah oui, c'est ça. Il y a des enquêtes, peut-être il y a aussi d'autres choses, mais aussi lorsqu'on demande la visite médicale, là, si vraiment la personne a un problème médical, peut-être même sans le savoir, et une fois l'agent, il va c'est-à-dire trouver qu'il y a un problème au niveau de la santé de la personne, d'habitude, on fait une nouvelle, on demande un double contrôle, comment dirais-je, on fait une nouvelle demande de visite médicale, mais je connais des personnes, Contre-visite. et contre-visite, mais je connais des gens c'est-à-dire qui avaient des problèmes et qu'ils ne le savaient même pas au niveau de leur santé, et ça a été la cause de leur refus. Mais lorsque je parle en général, c'est plus de 90% des cas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Une visite médicale égale plus ou moins, c'est-à-dire Signe d'acceptation. l'acceptation de la Probable, demande. probable. Exactement. Voilà. Yuba vous a posé une question qui demande des informations additionnelles et du temps, donc on ne peut pas répondre à votre question, mais vous pouvez aller réserver une consultation chez un consultant ou un avocat. Même chose pour notre question, Monsieur Omar Brahal, c'est la même chose, vous avez posé une question qui demande des informations additionnelles. On va regarder une courte question posée par Hajira Khalil. Elle et son mari, Oui. ils ont un permis d'études pour le programme de maîtrise. OK? Il demande, est-ce que mon mari peut demander un permis d'études ouvert, ça n'existe pas un permis d'études ouvert, et après il change au DEP. Ça n'existe pas un permis d'études Je crois ouvert. que c'est trompé, il veut dire un permis de travail ouvert. Oui, moi, ce que je comprends, c'est plus un permis de travail ouvert. Ça n'existe pas un permis d'études ouvert, c'est un permis de travail ouvert peut-être. Oui, c'est elle et son mari. Mais il a dit, et après, il change au DEP. Oui, mais moi, non, ça c'est apparemment, c'est une stratégie qu'ils voulaient adopter. C'est qu'eux, ils ont deux acceptations au niveau de la maîtrise. D'accord? Alors, ce qu'il dit, je crois, madame, le mari, au lieu d'aller avec un permis d'études, il va demander un permis de travail parce qu'il est un conjoint accompagnateur d'un détenteur de permis d'études. Ouais. Et après, oui, il va s'inscrire au DEP. C'est ça. Et une fois rendu là, il va demander un DEP et j'imagine que madame, elle va arrêter ses études. Donc, je comprends, c'est un peu une stratégie pour aller, c'est-à-dire oui, mais chez mes filles, ils ont déjà un CAQ pour maîtrise. Oui, mais... Et il va demander un CAQ pour DEP. Oui, bon, c'est ça, parce que ce qu'il dit, il va changer pour un permis de travail ouvert, au lieu de permis d'études ouvert, ce que on comprend ici. Oui, il va le changer auprès de l'IRCC. C'est ça. Mais une fois qu'il va chercher une inscription DEP, oui, il va demander un CAQ. Et l'agent du MIFI dans le système, parce que le formulaire, on demande est-ce que vous avez un CAQ. Ouais. Dans le formulaire de mon CAQ, on vous demande est-ce que vous avez déjà un CAQ. Vous allez dire oui, vous allez donner le numéro
le numéro de CAQ, il va checker. Ça dépend de l'agent. Mais bon, ça peut marcher, mais si vous voulez, c'est détourner un peu le système parce que là, on part avec deux permis d'études pour 2 maîtrises. On se retrouve avec un permis de travail ouvert et un permis d'études qui va être annulé par la suite pour chercher un permis de travail ouvert, sachant que le conjoint pourrait aller chercher un permis d'études ou un CAQ pour un DEP. Bon, c'est possible. La logique, elle est là, mais comme M. Brahim disait, il se peut que l'agent, une fois on veut changer, c'est-à-dire on va aller chercher, comment dirais-je, un CAQ, un nouveau CAQ, mais si vous avez un ancien CAQ, l'agent du MIFI peut refuser Oui. votre demande, c'est-à-dire pour le motif comme quoi vous avez déjà, c'est-à-dire un CAQ, c'est comme, il va comprendre ça comme Un un contournement. changement de CAQ, Oui. c'est-à-dire comme, comment dirais-je, c'est comme descendre de niveau d'études pour aller Ouais. chercher Et il s'agit comme un contournement, ok? Donc, Moi, j'avoue que je n'ai jamais connu Tel cas. un cas pareil. La logique, elle est là. Oui, c'est faisable, mais c'est l'agent qui décide en fin de compte. ok. Il nous reste 10 minutes, donc on va avancer un peu. Monsieur Taufer, on a déjà parlé qu'à partir du 30 janvier, tous les travailleurs étrangers dans toutes les catégories confondues peuvent ramener leurs époux et épouses et les enfants. Oui, Ça, on ne va pas parler de ça. à partir de 30 janvier 2023. 2023. Bah, écoutez, moi, je saute les questions. Là, il y a beaucoup de longues questions, beaucoup d'informations. On essaie de répondre aux courtes questions pour laisser la place aux autres à poser leurs questions aussi. Infirmière, ok. Merci, Hind, pour les compliments. Ok. Ma question posée par Zineb. J'ai un problème qui concerne la CNSS. Je suis maintenant à l'étape traitement de quoi? Traitement de permis de travail, j'imagine. Oui. Et je viens de recevoir une lettre pour envoyer la CNSS, mais je ne l'ai pas. Je dois faire quoi? Si vous n'avez pas, allez-y. Bon, cette question de CNSS, il revient très fréquemment ces derniers temps. Avant, c'était pas quelque chose qui était systématique. Et c'est quoi la cause? Oui. Bon, je comprends, c'est ça, parce que les gens, ils allaient chercher des lettres d'emploi, des certificats de travail, des attestations de travail, Non de travail authentique, bidon qui n'étaient pas falsifié. vrais, véridiques. Donc, l'agent, ils sont aujourd'hui confrontés à la situation. Donc, pour confirmer, pour s'assurer que la personne a bel et bien travaillé, qu'elle a quand même une expérience, c'est-à-dire pertinente, telle que demandée dans le contrat de travail, etc. Donc, il va s'assurer, et le moyen de s'assurer que la personne a, c'est-à-dire a cette expérience confirmée. Donc, il va réel il va aller chercher authentique. les preuves de CNSS. Ouais, Malheureusement pour Madame Zineb, ce que vous pouvez faire, si vous avez vraiment une expérience pertinente, est-ce que vous avez, vous posez des questions aussi, est-ce que vous avez des bulletins de paye, des fiches de paye avec l'attestation de travail, vous pouvez écrire une lettre explicative. Je ne vous dis pas que c'est gagné d'avance, vous pouvez faire ça parce que vous n'avez rien à perdre. Dans tous les cas, si vous n'avez pas c'est-à-dire confirmation du CNSS, ou papier de CNSS, peut-être allez-y avec vos fiches de paye, si vous en avez des fiches de paye, avec la lettre d'emploi aussi, et expliquer c'est pourquoi. Ça, c'est jamais il a été déclaré. C'est ça. Mais sinon, exact. Ça n'a pas été déclaré. Je ne sais pas. C'est l'agent de visa qui va décider c'est-à-dire du sort de la demande, quoi. On va regarder une question souvent posée. J'ai une garderie en milieu familial. Est-ce que j'ai le droit de faire un contrat de travail à ma belle-sœur du Maroc?
Ben, je vous réponds tout de suite, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez une garderie en milieu familial. Il faut avoir le jargon qu'on utilise pour les autres garderies, il faut avoir une installation. D'accord? Donc, avoir une garderie en milieu familial, vous ne pouvez pas embaucher un travailleur ou une travailleuse étrangère dans le cadre de l'UMT, etc. Est-ce que vous avez quelque chose à Non, c'est ajouter? juste là parce que une garderie, milieu familial, c'est une petite garderie, parce que la notion de permis de travail et de, comment dirais-je, de contrat de travail, il faut montrer qu'on a quand même des bénéfices assez conséquents, assez importants pour qu'on puisse recruter un étranger, payer tous ses frais, Et payer partager les compétences, exactement les le contrat, expériences. etc. Mais pour un milieu familial, c'est pas idéal et il y a de fortes chances que ça soit, c'est-à-dire refusé Non, auprès c'est de la arrivé, CSC. Ouais, c'est arrivé réellement. ouais. OK, on va aller voir la dernière question, ce sera pas long. Ma deuxième question, donc vous avez déjà posé une question, c'est demander un visa. OK, la dernière question. Alors, Monsieur Simon pose la question suivante. Quels sont les points négatifs qui peuvent affecter ou impacter une demande de permis de travail? D'après les Ouais. cas que vous avez, par exemple, traités, Écoutez, bon, lorsque on fait une demande de permis de travail, et là on parle, j'imagine, d'un permis de travail fermé, c'est ça? oui, fermé. Oui, un permis de travail fermé, donc ça, ça suppose qu'on a déjà le LMIA UMT, ou bien le MT. Et si on est au Québec, donc ça suppose qu'on a le CAQ travailleur. Mais ça ne veut rien dire, hein. Même avec l'EMT, le CAQ, on peut avoir toujours un refus auprès du bureau de visa. Donc, il faut vraiment essayer, autant que faire se peut, de montrer que, c'est-à-dire, on a les compétences nécessaires pour pouvoir, c'est-à-dire, prendre, c'est-à-dire, faire notre travail dans un poste qui est demandé et qui est l'objet du contrat de travail. Par exemple, si on est un cuisinier, il faut montrer qu'on a un diplôme au moins de cuisine, qu'on a de l'expérience avec CNSS, bien sûr, de quelques années dans le domaine. Et il faut montrer aussi, si on a cette possibilité, si on a passé un test de français, etc., on peut montrer qu'on a cette capacité de dialoguer et de parler, communiqué. de communiquer en français. Ça va être un plus. Donc, il faut montrer le maximum. C'est vraiment mettre les atouts en avant en termes d'expérience de travail, en termes Preuve de de l'expérience, preuve d'expérience de travail, en termes de diplôme, en formation. termes de niveau linguistique, etc. Et montrer qu'on est la bonne place, c'est-à-dire la bonne personne pour le bon poste. Et comme ça, l'agent n'aura pas de problème parce que ça arrive assez souvent que pour des postes de travail, la personne est dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec un poste de travail ici au Canada. Et l'agent, il voit comme quoi ça ne correspond pas. C'est-à-dire, on est de compétences, de diplômes, etc. Ça ne correspond pas, c'est-à-dire au poste convoité ici au Canada. Donc, là, les choses peuvent être, c'est-à-dire l'agent peut décider de refuser le dossier. Donc, il faut montrer, comme je disais, le maximum, mettre en avant tout ce que vous avez comme compétences et mettez ça comme valeur ajoutée pour que l'agent accepte votre dossier. OK. Donc, moi, je vais juste ajouter quelque chose. Oui. Normalement, vous avez parlé de 4 éléments qui peuvent affecter négativement une demande de permis de travail. Vous avez parlé de l'expérience de travail, vous avez parlé de la preuve, comment prouver Diplôme, exactement l'expérience du travail et aussi la formation. Et enfin, la langue. les compétences linguistiques. Moi, je peux ajouter deux choses. Tout d'abord, les antécédents judiciaires aussi peuvent affecter une demande de permis de travail. Et aussi, si vous avez les antécédents au Canada, vous n'avez pas respecté une loi, vous étiez interdit de territoire,
ou bien vous n'êtes pas, par exemple, quelqu'un qui n'a pas respecté les conditions de son permis de travail quand il était au Canada, après il a été renvoyé, etc. Donc tout ça peut affecter négativement aussi votre demande de permis de travail fermé. Oui, mais effectivement, M. Brahim, pour la question de la santé et de la sécurité, rapport médical, casier judiciaire, ça, j'imagine que c'est des choses qui s'appliquent pour toutes les demandes, que ce soit permis de travail, permis d'études, résidence permanente. Donc, c'est des choses qui interviennent à tous les niveaux. Plus, comme vous disiez, les antécédents au niveau de voyage au Canada, mais aussi les fausses déclarations. C'est très important. Quelqu'un qui fait une fausse déclaration, même si c'est là le meilleur dossier du monde, et bien sûr, il va être refusé à cause de ça. Merci, M. Allouche. Nous à vous vous. remercions pour votre attention, votre interactivité, votre participation, grandement appréciée. Et on se donne comme rendez-vous mercredi prochain à 5h30 pour répondre à vos questions écrites dans la boîte des commentaires. Et comme vous le savez, M. Allouche, il a aussi sa chaîne Immigration Linaza et fait des lives de temps en temps. Et moi aussi, je fais des lives vendredi. Donc, d'ici la prochaine semaine, je vous souhaite bonne fin de journée et à la prochaine. Merci tout le monde et bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. À la prochaine. À la Salut. prochaine. Salut.